dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la résilience économique. Nous en parlons avec Gilles Mouek, chef économique du groupe AXA, qui est avec nous à distance, en visio. Bonsoir et bienvenue Gilles. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. C'est vrai qu'on est dans ce monde, alors que certains appellent un monde de polycrise, voire de permacrise. Et face à ces crises qui s'enchaînent à des vitesses toujours plus rapides, il y a le sujet de la résilience économique qui ne cesse de nous étonner. Peut-être, Gilles, est-ce que la crise qu'on traverse ou qu'on est peut-être en train de finir de traverser, la crise iranienne et cette crise du Golfe, est-ce que c'est un nouvel exemple de ce schéma de résilience qui nous accompagne désormais depuis plusieurs années? Ou est-ce qu'on voit poindre quand même certaines limites à cette capacité de résilience de nos économies? C'est vrai qu'on peut être frappé du fait que si on regarde les enquêtes de conjoncture qui sont disponibles depuis le début du conflit dans le Golfe, la réaction a été quand même assez mesurée. On a une dégradation de la confiance des ménages, on a des enquêtes de conjoncture dans les entreprises qui ont marqué le coup, mais qui ne sont pas du tout dans des territoires vraiment problématiques. Et donc oui, ça fait plutôt penser à une forme de résilience, mais je pense que cette résilience, elle s'explique aussi du fait de la différente nature en fait du choc qui nous fait auquel nous faisons face aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on se vit avec le sentiment effectivement d'une permacrise parce qu'on réplique surtout en Europe le choc de 2022. Donc on lit ce qui se passe aujourd'hui à la lumière du choc de 2022 qui va quand même être assez massif. Alors même que le vrai problème pour nous, c'est moins le pétrole que le gaz, et que sur le gaz, même s'il faut rester prudent, le choc pour l'instant est infiniment plus faible que celui de 2022. Où je rappelle que la question, ce n'était pas simplement une question de prix du gaz, même s'il avait fait x10 à l'époque, alors que là on est plutôt sur du plus 50%. C'était la disponibilité même de gaz, alors que depuis, on a mis en place des approvisionnements de LNG. On a aussi une part du renouvelable dans la production électrique européenne qui est beaucoup plus forte. On a la normalisation du parc nucléaire français. Donc de toute manière, c'est un choc de nature différente. Et j'allais dire, heureusement, parce que la capacité des politiques économiques à le gérer, en particulier la politique budgétaire, est beaucoup plus faible aujourd'hui. Ouais. Mais vous dites quand même du point de vue de l'autonomie énergétique de l'Europe, oui, il s'est quand même passé des choses depuis 2022. Il y a à la fois des efforts peut-être de sobriété un peu structurels qui ont été faits, Gilles, mais derrière ça, vous dites, il y a quand même en termes d'offres la construction d'une résilience énergétique qu'on voit aujourd'hui en Europe et qui va se poursuivre, j'imagine. Oui. Oui, j'aimerais qu'on sorte un peu de la vision crépusculaire de l'Europe. Alors, Grégoire, vous allez me dire que je suis un grand pessimiste et ça va vous étonner que je parle de cette manière-là, mais vraiment, je trouve que la négativité ambiante est devenue pesante et surtout est devenue excessive parce que on n'a pas rien fait. Voilà. Donc oui, la manière dont on forme les prix de l'électricité en Europe n'est toujours pas optimale et oui, le rôle du gaz est toujours trop important. Mais la réalité quand même, c'est qu'en 2024, pour la première fois, si on croit en tout cas les données de l'Agence internationale de l'énergie, l'éolien et le solaire ont dépassé les énergies fossiles, et donc en fait le gaz dans la production électrique européenne. Ça n'est pas rien. On a augmenté le poids du renouvelable dans la production électrique européenne autant en 3 ans qu'on avait fait en 10 ans. Et on est infiniment plus avancé que les Américains sur cette question-là. Aux États-Unis, on a à peu près 40% de la production électrique qui dépend de sources non carbonées, nucléaire plus renouvelable. En Europe, on est à quasiment 70%. Ce qui nous manque, c'est l'étape suivante, c'est l'électrification plus générale de notre économie. Mais voilà, on a fait des progrès, on a commencé à gérer, on a appris en fait de la crise de 2022. Bon, on a tous nos hauts et nos bas vis-à-vis de l'Europe. Gilles, je vous jette pas la pierre du tout. D'ailleurs, pour aller dans votre sens, je lisais dans le Financial Times cet après-midi qu'il y a peut-être un projet de directive européenne qui pourrait modifier assez profondément les règles de concurrence. Et on sait que c'est quelque chose qui est au cœur, dans l'ADN évidemment de la Commission européenne et de la manière dont s'est construite l'Europe. La défense avant tout du consommateur face aux ensembles qui pourraient être trop gros. Visiblement, et le débat est pas nouveau bien sûr, mais visiblement là il y a peut-être un bouger qui pourrait être assez profond. Certains cités dans le papier du Financial Times parlent effectivement de règles qui viennent en rupture avec le passé.
Oui, enfin, c'est vraiment sur la question des champions nationaux, ou plutôt des champions européens en la matière, où on est arrivé à une structure juridique européenne qui a d'ailleurs fait ses preuves et qui a eu des effets très positifs, effectivement, hein, pour les consommateurs européens depuis une quarantaine d'années, mais qui trouve ses limites à un moment où tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. On a en particulier un compétiteur spécifique, à savoir la Chine, qui ne joue pas nécessairement exactement avec les mêmes règles que nous, et que donc dans cette situation-là, d'avoir plus d'espace pour la politique industrielle, plus d'espace pour la création de champions nationaux, de champions européens, paraît assez naturel. Moi, je tiens là-dessus à être un peu, comment dire, circonspect, parce que j'ai un peu peur que, à la faveur de cette mobilisation générale qui est probablement bienvenue et qui est probablement nécessaire, on aille un peu trop loin dans l'autre sens et qu'on revienne un peu trop sur les avancées concurrentielles qu'on a eues depuis plusieurs décennies. Mais il y a une réponse européenne, il y a une prise de conscience de certaines limites, de certains défauts de notre appareillage. Et on vit avec cette idée que rien n'est fait, rien ne bouge, rien n'a bougé. C'est vraiment pas vrai du tout. On répond de manière structurelle à une crise conjoncturelle, en tout cas à une énième crise conjoncturelle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que sur la gestion du choc lui-même, la gestion conjoncturelle, on n'a pas forcément les moyens d'apporter le même degré de protection qu'on avait apporté en 2021-2022. Mais sur le structurel, on fait quand même des efforts réels. Bon, des progrès structurels sur le plan énergétique, peut-être sur le plan de la concurrence, avec les caveats et la circonspection qu'on peut avoir à ce stade. Gilles, est-ce qu'on peut imaginer des progrès du point de vue de la politique monétaire ? Est-ce que déjà, de manière immédiate, on peut espérer que la BCE joue un rôle de chien qui aboie pour éviter de mordre trop fort ? Est-ce que ça peut être un peu le trade-off des discussions, la nature des discussions qui animeront sans doute la réunion du 30 avril, mais sans doute également les prochaines, Gilles? C'est mon espoir. En fait, ce qui manque peut-être en Europe, c'est un certain degré de coopération entre les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Et là, je parle bien de coopération, pas de remise en cause de l'indépendance des uns et des autres. Mais je trouve qu'il manque un élément dans la rhétorique actuelle de la BCE qui consiste à dire, pour l'instant, surtout, politique budgétaire, faites attention, hein, n'allez pas trop loin dans la mitigation du choc. Certes, mais si les autorités budgétaires ne vont effectivement pas très loin, parce qu'elles ne peuvent pas le faire, dans la mitigation du choc, alors l'élément normal serait de dire si le budgétaire ne le fait pas, s'il y a moins d'accompagnement budgétaire du choc, à ce moment-là, la politique monétaire peut peut-être se permettre d'être un peu plus tolérante sur une dérive temporaire de l'inflation qu'elle ne l'aurait été, par exemple, en 2021-2022. En 2021-2022, effectivement, la politique budgétaire a été extraordinairement puissante pour limiter les dégâts, mais on était dans une phase où même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'inflation commençait à cavaler. On est dans une situation complètement différente aujourd'hui où l'inflation était vraiment sous contrôle avant le choc dans le Golfe Persique. Donc que la BCE rappelle les fondamentaux et rappelle sa nécessaire vigilance, soit, mais on ne peut pas tout demander. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'un côté, surtout les autorités budgétaires, ne faites rien, et dire, et nous on se réserve le droit de taper potentiellement très fort pour bloquer un choc inflationniste. Je pense que là, il faut qu'on trouve un degré d'équilibre, un degré de coopération entre la Banque centrale européenne et les autorités budgétaires nationales. Bon. Le marché reste malgré tout convaincu, même si le discours de la BCE s'est un peu rééquilibré par rapport à la forte vigilance qui avait été signalée dès le début du conflit. Gilles, le marché est convaincu qu'il y aura une réponse et que c'est une réponse qui passera peut-être par au moins de hausse de taux cette année. C'est mon scénario central, c'est qu'effectivement la BCE tapera. Mon espoir, c'est qu'elle n'aille pas trop loin. Donc moi, j'ai mis une hausse de taux au mois de juin et d'ailleurs pas au mois d'avril. Je pense que là, compte tenu des dernières nouvelles, ce serait probablement excessif de la part de la BCE de bouger dès le mois d'avril. Et j'ai l'impression que ce qu'on entend de Francfort va plutôt dans cette direction-là. Qu'au mois de juin, la BCE envoie un signal sur la nécessité d'éviter les effets de second tour, je comprends. 2, voire 3 hausses de taux, comme c'était ce qui était encore pressé il y a quelques jours, là, ça me paraît vraiment potentiellement excessif. Surtout, encore une fois, si les politiques budgétaires ne bougent pas, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire.
Du côté de la Réserve fédérale américaine, alors la situation n'est pas beaucoup plus simple parce que au-delà de la question purement économique et monétaire, il y a évidemment une fonction de réaction de la Fed qui se percute, qui s'entrechoque avec un agenda, un calendrier politique un peu compliqué. On ne sait toujours pas si Jérôme Powell sera ou non encore président de la Fed dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais la question étant, Gilles, on démarrait cette année 2026 avec l'idée que la Fed allait pouvoir poursuivre encore, aller au bout de la neutralisation et de la normalisation de sa politique monétaire. Est-ce que c'est une histoire qui est encore vraisemblable aujourd'hui ? Moi, là, pour le coup, je n'y crois pas. Je ne crois pas que la Fed pourra baisser les taux en 2026, même si les choses s'améliorent en Golfe Persique. Pourquoi ? Parce que sur le terrain de l'inflation, avant même le déclenchement des hostilités, et c'est là la vraie différence entre les États-Unis et la zone euro, aux États-Unis, l'inflation n'était pas sous contrôle. Et ce que dit Powell, ce qu'il a dit lors de la dernière conférence de presse, tout le monde l'attendait sur la gestion de la crise du Golfe Persique. Et Powell répondait à chaque fois, OK, très bien, mais les États-Unis n'ont pas encore absorber le choc tarifaire de l'année dernière. Je rappelle qu'au mois de février, donc avant le déclenchement des hostilités, l'inflation sous-jacente au sens du PCE, qui est ce que la Fed regarde pour mesurer la vraie tension inflationniste, on était à 3%, on était à 1 point de pourcentage au-dessus de l'objectif de la Fed. Donc on n'est pas, Golfe Persique ou pas, dans une configuration, en tout cas à ce stade, où on avait suffisamment d'informations, suffisamment de certitudes sur l'absorption du choc tarifaire de l'année dernière pour aller très loin dans l'accommodement en 2026. Donc là, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que le marché price pour le coup, et que la Fed ne bouge pas du tout en 2026. Pour moi, c'est un signe central, qui reste central. Encore une fois, en dépit des, semble-t-il, bonnes nouvelles qui semblent arriver. Bon, prochain rendez-vous avec les banques centrales d'ici quelques jours, 28 et 29 avril pour la Réserve fédérale américaine et 30 avril pour la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre également. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek qui était avec nous à distance dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, chef économiste du groupe AXA.